Egunon, Dema Danol, bonjour à tous. D'abord, comme le premier intervenant, je tiens à remercier l'Académie basque de nous avoir offert l'occasion de venir vous présenter aujourd'hui un peu notre travail. J'ai pensé qu'il n'était pas inutile de faire un rapide rappel historique et un petit peu, très rapidement aussi, la situation socio-linguistique de la langue bretonne pour que vous puissiez situer mieux dans quel cadre on travaille et vous puissiez comprendre mieux ensuite le travail concret que l'on peut faire et comment on le fait. Alors, quelle est très brièvement cette histoire? Les Bretons sont des immigrés qui sont venus d'outre-Manche pour s'installer durablement dans la péninsule armoricaine à partir du IVe siècle. Dans quelle mesure le celtique continental, qu'on appelle plus souvent le gaulois, était-il encore en usage à cette époque? Les débats ont été passionnés et ne sont toujours pas tranchés. Toujours est-il que l'expansion durable des Bretons a fluctué à l'est de la péninsule au cours des siècles, progressant jusqu'aux portes de Rennes et Nantes jusqu'au IXe siècle, puis refluant peu à peu vers l'ouest. L'ère traditionnelle de la pratique s'est fixée à l'ouest de la médiane Saint-Brieuc au nord et Vannes au sud. Là où vous avez la zone noire, en fait, on a un taux de toponymes d'origine de langue bretonne qui dépasse les 75% et qui, en fait, en pratique, atteint souvent pratiquement les 100%. La partie orientale de la Bretagne, la Haute-Bretagne, en fait, est divisée en deux. Dans l'extrême est, en vert pâle, la toponymie d'origine bretonne est très sporadique, témoignant d'une très faible implantation assez brève. Entre les deux zones, dans la zone multicolore, les choses sont très contrastées. Disons que dans cette zone mixte centrale, la pratique de la langue n'était plus générale très tôt, mais qu'elle a fortement marqué le paysage toponymique, au point qu'une part importante des toponymes est bretonne. Notons qu'à l'ouest, le nombre de locuteurs a aujourd'hui malheureusement tellement diminué que ces derniers sont également minoritaires dans cette zone où la pratique de la langue n'a pas connu d'interruption. Alors un petit peu de données un peu sociolinguistiques récentes. Fin 2018, le Conseil régional de Bretagne a fait réaliser une enquête sociolinguistique sur la réalité de la pratique et de la perception de la langue bretonne. On estime donc que le breton est parlé par quelques 210 000 personnes actuellement sur 4,5 millions d'habitants. Les locuteurs sont situés surtout dans la partie occidentale de la Bretagne, à l'ouest d'une ligne allant grosso modo, comme tout à l'heure en fait, de Saint-Brieuc au nord à Vannes au sud. Voilà. Il existe pourtant également des foyers non négligeables de locuteurs à l'est de la Bretagne, notamment dans les agglomérations de Rennes et Nantes. Et comme aujourd'hui tous les locuteurs de breton parlent aussi le français, nous ne sommes plus en présence de blocs linguistiques homogènes comme c'était le cas il y a un siècle. Le nombre de brittophones a chuté massivement depuis les années 50. En contrepoint, le nombre d'enfants scolarisés dans les filières bilingues français-breton croît sans cesse depuis ces 3 dernières décennies, mais pas encore au point d'assurer un renouvellement générationnel. Aujourd'hui, le locuteur moyen de breton a 70 ans. Mais, pour apporter une note positive, la quasi-totalité de locuteurs de moins de 40 ans sont alphabétisés en breton. Après cette rapide présentation de l'état général de la langue, venons-en à la toponymie, à proprement parler. Dire tout d'abord que la langue bretonne a une tradition écrite très ancienne, attestée par les glosses du manuscrit de Leyde au 8e siècle, puis par une importante production lexicographique et pieuse. Toutefois, en l'absence d'un emploi administratif, y compris lorsque la Bretagne était un État souverain, les toponymes de langue bretonne, tels qu'ils nous sont parvenus à l'écrit, découlent d'une tradition écrite allogène, portée par les règles du latin puis du français. Notre patrimoine toponymique breton a donc été altéré, malmené. Il est composite et les variantes orthographiques foisonnent selon les administrations, les organismes ou les sources. Entre l'IGN ou l'INSEE, le cadastre, les formes peuvent diverger.
Donc ça, j'ai oublié de vous le montrer, ça correspondait. Voilà. Voilà l'exemple d'un toponyme dont on peut trouver 5 formes différentes et dont la forme normalisée apparaît sous la forme de quadrinque. Là, on aperçoit donc des graphèmes qui n'existent pas en breton, comme le C seul, qu'on emploie nous avec un C apostrophe H pour le son R, et le QU qui n'existe pas non plus en breton. Les noms de lieux bretons ont également parfois été traduits en français, entièrement ou partiellement. On a un exemple là avec un toponyme qu'on peut trouver sous la forme La Villeneuve, qui n'est que la traduction littérale de Argerneves en breton, ou des traductions partielles, Keriande d'en haut, où on a l'élément d'en haut qui vient traduire en français Uella en breton. On a également une foison d'aberrations par attraction paronymique. Quelques exemples très connus. On a beaucoup de croissants en Bretagne. En fait, les croissants ne sont que des croissants qui signifient carrefour. Donc on a le croissant de Pulgoulm, le croissant on a beaucoup de croissants. On a un autre toponyme qui en breton est Garz-Arzoz et qui est devenu une garce à sauce. On a un Cendrillon qui est devenu Cendrillon. Des choses de ce genre-là. Voilà. Une fois ces constats faits, le travail de normalisation toponymique doit prendre en compte les statuts disparates des différents types de toponymes dans l'État français. Il y a d'abord les toponymes officiels, qui sont donc les noms de régions, de départements, d'arrondissements, de cantons, de communes. Leur graphie officielle relève de l'État. Si un conseil municipal désire modifier l'orthographe du nom de sa commune, pour quelque raison que ce soit, ne serait-ce que pour ajouter une apostrophe, il se doit d'engager une procédure auprès du Conseil d'État. Donc c'est quelque chose de très lourd. Les autres toponymes n'ont pas de statut officiel. Il s'agit des noms de villages, des écarts, des lieux-dits et de tous les autres toponymes qu'on peut trouver. Les odonymes nouveaux sont dans une situation intermédiaire, puisque pour dénommer les nouvelles voies, une délibération municipale est impérative. Contrairement donc aux noms officiels, les communes sur lesquelles se trouvent les noms non officiels peuvent intervenir de fait sur leur orthographe si elles le désirent. Les possibilités d'intervention sont cependant plus restreintes pour les toponymes qui sont partagés entre plusieurs communes, comme les cours d'eau, les forêts, les plages par exemple. Le dernier paramètre à prendre en compte est le degré d'adhésion des Bretons eux-mêmes à plus de Bretons dans la vie publique. Nous bénéficions en Bretagne, et ce, quelle que soit la zone, soit qu'elle soit traditionnellement encore britophone, ou soit qu'elle ne soit plus britophone depuis des siècles, on dispose d'un sentiment très ou assez favorable à la présence du breton dans les services publics. Vous le voyez là, sur les 5 départements, un taux qui est déjà confortable. Si on va plus précisément sur la question d'une signalisation routière bilingue, alors là, les pourcentages montent encore. Et là, partout, on est à plus de 70% d'habitants de Bretagne qui sont favorables à une signalisation prenant la langue bretonne en compte. Donc là, on a quelque chose de très, très précieux, puisqu'on sait que l'on répond réellement à une demande sociale, ce qui est pour nous la base de tout. La structure missionnée pour répondre à cette demande sociale est l'Office public à Brezhoneg, l'Office public de la langue bretonne. Il s'agit d'un établissement public de coopération culturelle créé en 2010 par l'État, les conseils régionaux de Bretagne et des Pays de Loire et les 5 départements en breton, puisque on fait fi de la région administrative tronquée. Il est l'organisme de référence des collectivités en matière de signalisation bilingue français-breton et pour l'établissement des formes normalisées des noms de lieux bretons. L'Office emploie aujourd'hui 24 agents, 25, répartis principalement en 2 pôles, le pôle études et développement et le pôle linguistique, au sein duquel le service patrimoine linguistique et signalisation traite de la toponymie, en établissant la forme normalisée des toponymes bretons, en fonction des règles orthographiques du breton moderne, c'est-à-dire du système orthographique unifié, majoritairement utilisé de nos jours. Précisons quand même que ce service toponymie ne compte que 3 agents dédiés.
L'Office public de la langue bretonne n'est pas une création ex nihilo. Au fil des années 80, la pose de panneaux bilingues se généralise aux routes départementales de l'ouest des Côtes-d'Armor, puis à celles du Finistère en 1990. Le travail de traduction et de normalisation est d'abord confié à la commission de toponymie et de signalisation de l'Institut culturel de Bretagne. Dans cette signalisation bilingue, les toponymes officiels sont donc systématiquement doublés. Par contre, les autres toponymes font l'objet, dans la mesure du possible, d'une rectification orthographique. En 1993, l'ancêtre de l'Office public de la langue bretonne, la commission de toponymie et de signalisation, devient le service de la langue bretonne, organe d'aménagement linguistique dont les missions portent tant sur le corpus, le patrimoine toponymique, que sur le développement de l'emploi de la langue dans la vie publique. Ce service se donne une commission de toponymie qui reprend les travaux antérieurs et qui édite par exemple un premier répertoire toponymique bilingue. 5 ans plus tard, en 1998, elle édite la liste normalisée des communes de Bretagne, comprenant toutes les formes bretonnes à adopter officiellement sur les panneaux pour les 1500 communes de Bretagne. Dans les années 2000, le mouvement s'intensifie. Le département du Morbihan, à partir de fin 2004, adopte également la signalisation bilingue, alors que les communes prennent de plus en plus de leur côté aussi l'initiative d'installer des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération avec leur nom en breton. En outre, une nouvelle vague de signalisation bilingue se superpose à la précédente en touchant la signalétique de rue, dans les villes de plus en plus grandes. C'est l'association Office de la langue bretonne, créée par le Conseil régional en 1999, avec le soutien du ministère de la Culture, dans le cadre du contrat de plan État-région, qui assure le travail de normalisation. Donc, en son sein, toutes les règles précédentes sont reprises et tous les travaux également repris en compte. La nomenclature bilingue des communes de Bretagne est actualisée et rééditée. En 2003, l'Office de la langue bretonne publie la première carte routière de Bretagne, entièrement en langue bretonne, 5 départements, vous pourrez la consulter presse si ça vous dit. Ce travail a conduit le service patrimoine de l'Office à mener une normalisation de toponymes très variés, touchant de nombreux toponymes mineurs. Il a fallu pour cela développer une base de données qui est devenue la base toponymique CareOffice, qui a migré depuis sur une plateforme MySQL en 2008. Une partie de cette base est mise en accès libre sur Internet l'année suivante. Dans ce contexte, quel est le travail de l'Office public de la langue bretonne par le biais de son service patrimoine linguistique? Donc ce service s'attache à la conservation et à la mise en valeur par sa normalisation du patrimoine toponymique breton, trop souvent déformé. Il fournit notamment aux collectivités locales les traductions des mentions et les toponymes bretons dans leur forme correcte pour la signalisation routière bilingue. Il rédige également des études toponymiques sur commande. Il établit par ailleurs les formes correctes dont le service traduction, autre service de l'Office public, mais au quotidien, dans tous les textes, que ce soit des textes d'exposition, des éditos de maire, des sites internet, on rencontre des noms de lieux. Et donc, ce service patrimoine linguistique répond au pied levé, très rapidement, au service traduction, afin que les toponymes apparaissent aussi sous une forme correcte dans ces traductions. Dans les années 80, c'est donc, je refais un petit flashback, c'est donc la commission de toponymie et de signalisation à qui avait été confié le travail de traduction des mentions routières, ainsi que celui de la normalisation des noms de lieux bretons. Cette commission se composait de linguistes d'horizons divers, des universitaires, des chercheurs, des enseignants, parfois des amateurs éclairés, qui adoptèrent une série de principes et un corpus de règles de normalisation, qui sont toujours utilisés par le service patrimoine linguistique de l'Office public de la langue bretonne aujourd'hui. Ce sont ainsi 12 principes généraux qui ont été adoptés. Je vais ne faire mention que de quelques-uns d'entre eux. D'abord, la première règle, c'est que pour nous, les noms de lieux bretons doivent être transcrits, évidemment, selon les règles orthographiques en vigueur pour la langue bretonne. C'est un principe fondateur. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des dérogations
spécifiques aux toponymes ou pour noter certains archaïsmes. Le vocabulaire de base utilisé en toponymie pour les génériques devra cependant toujours être écrit sous sa forme canonique. Donc voilà, je pourrais donner des exemples, mais ça ne vous dirait trop rien. Ensuite, un second principe fondateur est que par nom de lieu, on entend l'ensemble du nom formé par le terme spécifique et le terme générique qui le précède. Ainsi, par exemple, le toponyme Beg en Arvor, Beg signifiant pointe et Arvor étant le terme spécifique. Dans notre travail de normalisation, nous comprenons le traitement conjoint du spécifique et de son générique. Le cas échéant, quand on a une traduction indue, par exemple, le terme générique breton d'origine sera réintroduit. Par exemple, on pourrait avoir un toponyme qui serait le bois français, donc le bois du stank, breton, stank. On va réintroduire, on va remettre le mot quad qui correspond à bois pour passer de le bois du stank à quaderstank. Donc supprimer la traduction en français. Le troisième principe, c'est qu'on prend un soin particulier à perturber le moins possible les habitudes visuelles qui se sont installées au cours des années. Le quatrième, en accord avec le troisième, est que la forme de base sur laquelle s'opère l'action de normalisation est la forme la plus répandue sur les panneaux indicateurs. En conséquence, on ne cherchera pas à moderniser à tout prix sur la base des seules formes orales, les formes écrites en usage. L'histoire de chaque nom doit être respectée. De même, les formes écrites modernes, évoluées, présentant notamment une perte de syllabes, seront respectées. Alors vous voyez l'exemple de la forme étymologique Kerangwen, donc en étant l'article qui a disparu. Actuellement, on a un panneau qu'on pourrait lire Kergen en français. En fait, on va le normaliser en Kergwen sans rétablir l'article qu'on avait au centre dans les formes étymologiques. Bien entendu aussi, comme l'a dit mon prédécesseur, dans un souci de cohérence, tout ce collectage de formes orales que l'on fait auprès des locuteurs traditionnels est réalisé en langue bretonne. Autre principe, dans les noms officiels, noms de communes notamment, on n'adoptera pas les ajouts qu'on pourrait qualifier d'ajouts touristiques, récents, sans fondement historique, ou les noms de rivières qui sont en contradiction avec le génie de la langue. En général, ils n'ont aucun usage social en breton et ne sont que très rarement même utilisés en français. Par exemple, on peut avoir une commune Riec sur Belon, Belon étant le nom de la rivière. La forme normalisée sera uniquement Riec sans le nom de la rivière, écrit avec un G au lieu d'un C. Plestin, les grèves, ça sera en breton uniquement Plistine, correspondant à Plestin, et les grèves, je veux dire, on laisse tomber, c'est un ajout récent, touristique, sans aucun intérêt pour nous. Dernier principe, qui peut être intéressant, le traitement des emprunts. Les emprunts qui ont été intégrés phonologiquement ou grammaticalement dans la langue sont écrits normalement selon la règle orthographique du breton. Il s'agit parfois d'emprunts toponymiques purs qui peuvent ne pas se retrouver dans la langue quotidienne. Par exemple, on va avoir un toponyme Armontagne, la montagne, et en breton, personne ne dit Armontagne, on dit Arménès pour dire la montagne. Mais il se trouve qu'on a un toponyme Armontagne qu'on va écrire à la bretonne, si je puis dire, sans le E. On va avoir comme ça un autre toponyme, la limite, qu'on dit en breton al limite. Bon, on a d'autres mots en breton pour dire limite, mais le toponyme, c'est al limite. Donc on l'écrit suivant les règles du breton. Donc, adossé à ces principes, on a toute une kyrielle de règles qui viennent affiner les choses, mais je passe rapidement pour essayer de rester dans le temps qui m'est imparti. Je préfère parler un petit peu de notre méthode qui va un peu recouper ce qu'on a déjà entendu. Nous, pour tout travail de normalisation, nous collectons d'abord 4 types d'éléments. Toutes les variantes administratives actuelles que l'on peut trouver, on en trouve souvent beaucoup. Les prononciations locales du nom en breton, collectées auprès de britophones ayant le breton comme langue maternelle.
est natif de la commune de Recueil. Les formes historiques dans les archives et les formes bretonnes que l'on peut trouver aussi dans la production écrite de langue bretonne. À partir de ces 4 sources de données, on peut commencer à travailler. On peut prendre l'exemple d'un toponyme Mescaradec, qui aujourd'hui est écrit avec un C en finale, en un mot. Là, on disposait de 3 formes, 3 variantes contemporaines que l'on trouve. On est bien documenté sur les formes anciennes. On a des prononciations concordantes aussi. Une forme bretonne attestée, partiellement normalisée. Et à partir de ces 4 éléments, on va aboutir à la forme normalisée que vous avez au centre, Mescaradec. Notre outil de normalisation et de vulgarisation, c'est notre base de données toponymique que l'on nomme CareOffice, qui a été créé donc en 2000 lors de notre travail pour l'édition de la première carte en breton. Donc voici une interface, on fait une recherche sur la commune de Penmar, et là on va voir pour la commune de Penmar 800 toponymes qui vont apparaître, et évidemment on peut cliquer après sur chacun d'entre eux pour aboutir sur une fiche de ce type qui se prononce comme ça. Donc tous les toponymes ont une fiche de ce type, où on va retrouver au centre les 4 types de données dont je parlais tout de suite, les formes anciennes attestées, les prononciations, les formes en usage actuel, etc. En dessous, on va avoir une zone de notes en breton, et on va avoir aussi un bloc où on explique le toponyme en français. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, la majorité des gens ne parlent pas breton, mais on s'est aperçu qu'il était très très important, ça rejoint d'autres choses qu'on a pu entendre hier aussi, d'expliquer aux gens ce que signifiait le toponyme, ce qu'il signifiait pour faire accepter une normalisation de l'écriture. Par contre, on prend bien soin de ne jamais produire une traduction qui serait utilisable en français. Parce que là, on pense qu'on pourrait courir le risque d'une substitution, donc un effet inverse de celui qu'on recherche. Et donc, en haut de la fiche, en rouge, vous avez le toponyme normalisé. Cette base contient actuellement 94 000 toponymes, donc vous avez là les chiffres. Pour gagner un tout petit peu de temps, je ne vais pas les dire à l'oral, comme ça vous pouvez vous rendre un petit peu compte de l'état des choses. Je passe à la façon maintenant dont on travaille avec les gens. Les noms officiels, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas être modifiés sans engager un long processus qui peut être aléatoire. On peut juste signaler quand même que pour le département du Finistère, par exemple, on estime que 86% des noms de communes pourraient être écrits suivant les règles de la langue bretonne sans occasionner aucune gêne pour les locuteurs non britophones, puisque c'est souvent simplement le changement d'une lettre, un G à la place d'un C, un I à la place d'un Y, etc. Donc ça ne coûterait pas grand-chose. Mais le gros de notre travail donc, consiste en la correction des microtoponymes. Donc quand on se trouve dans ce cas-là, ce que l'on fait, on est très souvent sollicité par les départements, mais on ne répond pas directement au département. On passe par la commune, à laquelle on propose une fiche toponymique que vous avez là, sur laquelle on explique le changement envisagé, et on demande l'aval signé, dûment tamponné de la commune pour faire passer ce changement. Et donc, après ce changement avalisé par la commune, ensuite, donc on va passer de quelque chose qui s'appelait le Voquer, V-O-Q-U-E-R, à quelque chose qui va devenir un Waquer, et qui va se retrouver ensuite sous sa forme uniquement normalisée en signalisation, comme vous pouvez le voir ici.
De 2005 à 2018, 207 communes différentes ont ainsi été soumises à une proposition de normalisation, portant sur un ou plusieurs toponymes. 132 d'entre elles y ont donné un avis favorable. Alors, voilà, ça c'est d'autres exemples. Soit on peut travailler sur des listes qu'on fournit, ou soit sur des études complètes, très détaillées, en sollicitant chaque fois un vote de la commune pour changer, rectifier l'orthographe. On peut citer un cas d'école exemplaire, la commune de Pleumeur, qui est une commune de l'extrême sud-ouest de la Bretagne. Donc là, dans ce cas de figure-là, on a fait une enquête complète de l'ensemble des toponymes de la commune, qu'on a remis à la commune, qui a fait l'objet d'un vote de la commune, qui ensuite s'est retrouvé utilisé sur les panneaux de signalisation de la commune, sur la carte de la commune, et la commune ensuite a contacté tous les services officiels pour demander officiellement, pour signaler que l'orthographe avait été rectifiée et demander expressément à toutes les autorités de prendre en compte cette volonté de la commune et de prendre en compte les modifications orthographiques. Alors, bien sûr, on a des limites et des obstacles. D'abord, tout est très fragile. On est dans le cadre d'une tolérance fragile qui dépend uniquement de la volonté des élus. Donc, tout ce travail s'appuie sur l'accord des élus. Mais l'opposition municipale, ou une infime partie de la population, peut prendre le refus de toute normalisation toponymique comme cheval de bataille et alimenter ainsi son combat contre l'action de la majorité, en dehors de toute considération linguistique ou patrimoniale. Autre limite, bien entendu, l'intégration des formes normalisées demande du temps, notamment dans la presse locale. Ça, c'est très très dur. Et enfin, le dernier défi, et non des moindres, c'est la disproportion entre le nombre de toponymes existants et les moyens du service, puisqu'on est en face de millions de toponymes, et la situation est d'autant plus critique que on est malheureusement en présence de la disparition rapide des brittophones de naissance traditionnels, les derniers détenteurs d'une langue transmise sans interruption. Nous sommes donc véritablement dans une véritable course contre la montre. Dans ce sens, on fait un véritable pari sur l'avenir. En effet, la normalisation des toponymes ne peut qu'aller de pair avec une réappropriation massive de la langue par les futures générations de Bretons. Quelques exemples maintenant de ce qu'on peut voir aujourd'hui en Bretagne. Donc, bien sûr, des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération présentés à l'identique, des panneaux bilingues de noms de communes, puisque, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous ne sommes pas dans la possibilité de rectifier les noms de communes. Dire au passage que nous avons lutté pendant de longues années contre l'usage de l'italique pour le breton, et que nous avons réussi à faire voter maintenant par les principales autorités, les principales collectivités, l'usage d'une présentation à l'identique pour les deux langues. Ça, c'est acté maintenant. Mais on a mis 30 ans à gagner cela. D'autres exemples, où vous pouvez voir que, par exemple, le premier exemple avec Quimper, on a un toponyme Quatquer qui a été anciennement écrit avec C-O-A-T. Voilà, le toponyme a été rectifié et écrit là d'une seule façon. Où on va avoir parfois, par exemple, rue Street, mais le toponyme, lui, est de langue bretonne et est mis uniquement en langue bretonne. Voilà d'autres exemples bien illustrés de vieux panneaux pas très engageants, et on passe à de beaux panneaux tout neufs, rectifiés et normalisés. Voilà qui est très réjouissant. Alors, où en est-on actuellement de cette situation d'évolution lente mais continue et qui va en s'élargissant et en s'intensifiant? Donc en vert, vous avez, j'ai presque fini en fait, les zones où il se passe quelque chose déjà de significatif. Ça peut être les panneaux d'entrée de communes, des plaques de rue. Et en bleu, les zones où on a des actions plus poussées, qui vont plus loin dans la prise en compte de la langue bretonne,
correction de la toponymie. Donc on a 3 zones, hein, la zone ouest, une zone centrale et la zone est, mais c'est pour ça que la petite introduction historique était être utile. Vous comprenez bien sûr cette carte qui est en corrélation avec ce que j'avais pu présenter au tout départ. Donc en conclusion, la signalisation pour nous, ça reste le moyen le plus efficace pour diffuser ces formes normalisées. On progresse, la population adhère fortement à ce processus, mais les points un peu faibles, c'est la quantité de travail réalisé, l'urgence dans laquelle on est. Mais bon, pour finir sur une note positive, je dirais que c'est ce désir de plus de langue bretonne qui est constaté dans la population, surtout encore plus dans les jeunes générations, et sa concrétisation dans une demande sociale toujours plus forte, qui permettra de sauver, de faire vivre l'héritage toponymique de la Bretagne. C'est pour nous l'un des fronts de la réappropriation linguistique des Bretons, le défi qui est devant nous aujourd'hui. Milesker.